tous. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon de l'approche de l'UNICEF, de l'innovation, de la data, et vous donner quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle à l'UNICEF. D'abord, qui sommes-nous? Alors, normalement, l'UNICEF est assez connu, mais je vais quand même faire un petit récapitulatif parce qu'il arrive encore qu'on nous confonde avec l'UNESCO. Donc l'UNICEF, c'est le Fonds d'urgence des Nations Unies pour l'enfance. Il a été créé en 1946, dont le siège est à New York, et qui a pour objectif relativement modeste de sauver, protéger, éduquer tous les enfants du monde. Pour ça, elle a classé son action dans 9 domaines d'intervention, que je vais énumérer rapidement. La santé, donc tout ce qui va être vaccination, accès aux soins, le VIH-Sida, donc tout ce qui va être sensibilisation, prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, tout ce qui est eau, hygiène et assainissement, donc l'accès à l'eau potable, notamment lavage des mains, les latrines et les toilettes, tout ce qui est nutrition, et du coup lutter contre la malnutrition dans tous les pays, l'éducation, et notamment l'accès à l'éducation de tous les genres, la protection, donc tout ce qui est sujet comme les enfants soldats, le mariage précoce des filles ou encore le travail forcé des enfants. L'inclusion sociale également, donc le fait de lutter contre la discrimination, que ce soit dû au handicap, au genre ou à une religion. Et enfin, très important, l'urgence. L'UNICEF a un fonds d'urgence dont le but est de protéger les enfants en cas d'urgence, que ce soit des urgences, des catastrophes naturelles ou des crises ou des conflits politiques. Et du coup, l'UNICEF est vraiment un des premiers intervenants lors des urgences. Alors, notre approche de l'innovation, 4 principes de base. Le fait d'avoir des intervenants qui soient capables de parler à la fois au monde de la tech, de l'innovation et de la data, et comprendre aussi les problématiques terrain du monde caritatif. Le deuxième point, c'est pas croire qu'on va y arriver tout seul, donc s'associer à de nombreuses entreprises du secteur privé pour réussir à mettre en place des projets, ces projets innovants. Le troisième, c'est se baser sur une des grandes forces de l'UNICEF, le fait que nous soyons présents partout dans le monde. Donc on est présent dans plus de 190 pays, dans les zones les plus reculées du monde. Et c'est vraiment notre grande force parce que du coup, on peut appliquer des projets dans des zones très reculées. Et enfin, le dernier point, c'est nous rendre agiles pour monter des prototypes rapidement en prenant des risques calculés. Alors on a plusieurs principes pour élaborer ces projets d'innovation. Le premier est très important, c'est élaborer avec le bénéficiaire, faire en sorte que quand on monte un projet, il soit élaboré au plus proche du terrain et au plus proche des besoins du terrain, parce qu'il arrive parfois que quand on fait ça de façon externe ou trop loin du terrain, on passe à côté d'un besoin ou on fasse quelque chose qui ne soit pas applicable sur le terrain. Le deuxième, c'est comprendre l'écosystème sur place et tout le contexte local. Donc, en fonction des pays et des zones, il va y avoir des législations, des traditions différentes, et du coup, il faut être capable de monter des projets qui vont vraiment s'inclure dans cet écosystème. Le troisième point, c'est penser à nos projets pour qu'ils soient mis à l'échelle. Le prototype, c'est bien, mais ensuite, il faut savoir dès le départ que ces projets, ils ont pour but d'être utilisés de façon nationale puis internationale. Il faut qu'ils soient conçus pour être durables. Donc, penser à la stabilité financière de ce projet et impliquer les gouvernements et les communautés locales. Très important, évidemment, mesurer et analyser pour savoir si ce projet va être efficace ou pas et si on doit l'abandonner, tout simplement. Utiliser des systèmes open source, on n'a pas de vocation commerciale, donc c'est en particulier important pour nous de pouvoir faire en sorte de faire participer qui le veut à des projets qui vont pouvoir du coup être plus efficaces et améliorables plus rapidement. Réutiliser et améliorer, ça veut dire que nos projets vont être
pensé de façon modulaire pour faire en sorte de pouvoir réutiliser plusieurs fois ou pour plusieurs objectifs certains éléments du projet. Un point excessivement important, c'est ne pas faire de mal, faire en sorte que le remède ne soit pas pire que le mal. Et ça, on en a parlé notamment ce matin déjà de façon importante, c'est tout ce qui traite évidemment à l'intelligence artificielle et à la data peut avoir des répercussions qui soient néfastes pour les enfants. Donc faire très attention à ça. Et enfin, je vais être encore insistant là-dessus, être collaboratif et proposer à de nombreux intervenants de pouvoir participer au projet. Sur la data en particulier, on a également des principes. Faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre l'offre de data, je vais plutôt commencer par la demande. La demande, faire en sorte que sur le terrain, les gouvernements aient des besoins en termes de data. Qui est l'offre aussi, c'est-à-dire qu'on soit capable de collecter cette data localement, ce qui n'est pas forcément évident. Et enfin, qu'on ait pensé aux usages, que les usages de cette data aient bien été déterminés en amont. Le deuxième point, c'est notre rôle, c'est d'investir dans des projets data qui soutiennent les autorités locales, les gouvernements locaux, et pas de les suppléer. On n'est pas là pour remplacer un gouvernement, on est là pour l'accompagner. Un bon exemple de ça, c'est au Liban, l'UNICEF a participé avec le gouvernement à la mise en place d'un système de monitoring et de collecte des données pour l'accueil des enfants réfugiés syriens dans les écoles. Et ils se sont rendus compte grâce à ça qu'il y avait des zones dans lesquelles il y avait très peu de réfugiés parce qu'ils étaient trop éloignés des camps, et ça leur a permis de monter des écoles qui soient plus près des camps de réfugiés. Le troisième point, c'est faire en sorte que ces données soient utilisables par différents secteurs et compréhensibles par tous. Là, j'ai un cas au Zimbabwe où il y a un rapport qui était fait de façon fréquente, mais qui était un rapport qui était excessivement compliqué à lire. Et pour les autorités locales ou qui sont très reculées, c'était des datas qui étaient trop compliquées à lire, donc ils ont fait ça de façon beaucoup plus lisible. Ils ont mis en place des cartographies qui ont permis à ces autorités locales de prendre des mesures, de comprendre vraiment l'enjeu qu'il y avait derrière. Le quatrième point, c'est de faire en sorte que ces datasets servent différents contextes et différents objectifs, encore une fois, ce principe de modulaire, et que le traitement de ces données, évidemment, est encore une fois pas un travail qu'on peut faire tout seul dans notre coin, et du coup d'interroger de nombreux partenaires. Un premier exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est Magicbox, qui est une plateforme de données collaboratives qui a été créée avec la contribution de nombreux acteurs privés comme Telefonica, Amadeus, IBM, Google ou encore Red Hat, qui va nous permettre d'identifier en temps réel les déplacements des populations. Et ça, pour nous, ça va être très important parce que ça va nous permettre de localiser notre intervention, et notamment en cas de crise de type épidémie ou de catastrophe naturelle. Ça va nous permettre de prévoir les déplacements et d'agir là où il faut au bon moment. Un deuxième exemple, c'est une intelligence artificielle pour localiser les écoles. Là, c'est toujours sur Magicbox, d'ailleurs. Hein, comme je vous disais, on travaille avec des outils qui sont réutilisables pour différents objectifs. Donc toujours sur Magicbox, le principe de base, c'est de se dire qu'on a analysé que les zones dans lesquelles la connectivité était la plus faible étaient les zones les plus vulnérables, assez logiquement, parce que du coup, ils étaient les moins bien informés, c'était les populations qui étaient les plus affectées en cas d'épidémie, etc. Donc le principe était évidemment de localiser les écoles, ce qui n'est pas forcément évident dans tous les secteurs, et certains gouvernements n'ont même pas connaissance d'écoles qui existent de façon reculée. Donc on a mis en place à la fois la récupération de ces données de façon administrative, et aussi nos équipes qui sont sur place et qui savent un peu mieux où sont certaines écoles, et également on a mis en place une intelligence artificielle qui va combiner de l'imagerie satellite avec un réseau de neurones convolutif qui va du coup identifier sur ces images satellites où sont les écoles. Et ça nous a permis
trouver des écoles dont on n'avait pas forcément connaissance d'un point de vue administratif. Je vais parler de 2 exemples qu'on n'a pas encore mis en place, mais qui nous intéressent et qu'on aimerait bien développer. Le premier, c'est une intelligence artificielle qui nous permet d'assister nos affectations locales et savoir où est-ce qu'on va affecter les fonds. Et comme je vous l'ai expliqué, on a plusieurs programmes qui vont être développés dans les différents pays. Et on a plusieurs types d'affectations, donc quel pays, quel genre, est-ce que ça va être des zones urbaines, est-ce que ça va être sur quel type d'âge d'enfant, quel montant. Et on se basait du coup sur les études qui sont faites après coup en fonction des investissements qu'on a faits pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Je donne un exemple qui est peut-être complètement faux, mais par exemple se dire que on a tout intérêt à augmenter les fonds qui sont envoyés pour l'éducation des filles en Afghanistan, parce que ça va avoir des répercussions sur la mortalité infantile, le fait qu'il y ait des mariages précoces, etc. Un deuxième projet qu'on aimerait lancer, c'est l'analyse de la remontée d'une information dans une actualité. C'est un exemple que j'aime bien donner, c'est le Yémen. Le Yémen, c'est une crise majeure depuis plus de 4 ans. On en parle assez peu dans les médias et ça reste assez peu médiatisé. Et jusqu'à octobre 2018, personne n'en parlait. D'un seul coup, il y a un article qui sort dans le New York Times et tout le monde se met à en parler. Tous les médias reprennent l'actualité, ça fait beaucoup parler, on collecte pas mal du coup sur le Yémen, et quelques semaines plus tard, à nouveau, plus personne n'en parle, alors que la crise est toujours présente. L'intérêt pour nous, là, de l'intelligence artificielle, ça va être d'essayer de mesurer et d'analyser la remontée d'une actualité dans les médias, et de pouvoir se dire, là, c'est vraiment le moment. Et c'est le média sur lequel on doit communiquer pour sensibiliser le monde médiatique à cette problématique. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour.